On va maintenant s'intéresser à un travail beaucoup plus particulier, dont celui que vous, David Lepay, avez proposé dans des émissions enregistrées à la radio ou dans des articles publiés. Des questions donc plus personnelles, on va dire. Il y aura 10 questions dans l'ordre, hein. Donc, si vous êtes prêt, David, Oui, tout à fait. alors allons-y. Donc, des questions plus personnelles liées à votre propre réflexion. La question numéro 1, dans une émission consacrée au rapport entre gauche et socialisme, cette émission s'appelait Existe-t-il un socialisme opposé à la gauche? Donc, il y a la référence qui va apparaître plus tard. Les invités, dont vous faisiez partie, rappelaient que le PS français n'a plus rien de socialiste depuis le tournant de la rigueur de 1983, le fameux tournant. Mieux encore, vous citez dans le cadre de cette émission le nom d'un entretien publié entre Manuel Valls et Claude Askolovitch, qui s'appelait Pour en finir avec le vieux socialisme et enfin être de gauche, que vous présentez lors de l'émission comme un anti-Michel. Bon. Or, ce qui m'a frappé dans cette émission, David, c'est que le mot de gauche, durant toute l'émission, est mentionné sans jamais être expliqué d'un bout à l'autre de l'émission. Alors, Oui. ma question, y a-t-il, selon vous, une valeur commune à toutes les formes de socialisme? Socialisme qui avait été un néologisme introduit par Pierre Leroux. Est-ce que, d'après vous, la valeur commune, ce serait la liberté, l'égalité, la gauche peut-être, ou alors aucune en particulier? D'accord. Bah, écoutez, tout d'abord, j'ai un doute parce que c'est vrai que l'admission auquel vous faites référence date un peu, mais le livre de 2016, oui. je me demande si c'était pas pour en finir avec le socialisme tout court. Je ne sais pas s'il y avait le mot vieux, parce qu'évidemment, dans le terme de vieux socialisme, il y a une nuance péjorative, mais l'idée, c'était vraiment d'en finir avec le socialisme et être enfin de gauche. Et ce titre se voulait provocateur, mais il ne l'est pas. Il est assez sérieux philosophiquement, puisque je pense qu'il y a une opposition entre les deux. La seule différence avec Manuel Valls, c'est que moi, je prends le parti contraire pour en finir avec la gauche ou la vieille gauche et être enfin socialiste. Alors, quelle serait Oui. ah oui, oui, c'est vrai que dans ces émissions, le problème, c'est qu'on manque de temps et puis on part sur des notions qu'on ne définit pas, on part du principe que les gens les comprennent ou sont d'accord, et on ne devrait pas le faire avec ces notions-là, parce que c'est des notions sur lesquelles tout le monde a un avis, mais avec des définitions différentes. J'irais même jusqu'à dire qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles je voudrais sortir du clivage gauche-droite, c'est qu'on ne peut plus avoir un débat sans devoir préalablement redéfinir ou définir ces notions, ce qui fait que ça alourdit beaucoup la chose. En fait, on ne part pas avec un vocabulaire commun, on doit le reconstruire au début. Et en plus, même en le reconstruisant, on n'arrive pas à être d'accord. Donc, moi, à chaque fois que quelqu'un dit oui, mais moi je suis de gauche, je suis de droite, et puis je ne comprends pas, alors il m'explique ce que c'est. On dit oui, c'est intéressant, mais c'est une définition relative, d'autres ne seront pas d'accord. Laissons tomber. Là aussi, quand je dis laissons tomber, c'est aussi dans un vœu de simplification en disant si on n'est plus d'accord sur les termes, si ces termes signifient toujours. Parce que avant, on parlait, par exemple, des propensions à l'extrême gauche et l'extrême droite de faire plus de compromis. En fait, l'extrême gauche et l'extrême droite ont aussi souvent un point commun, c'est qu'elles tiennent à ces notions de gauche et de droite encore plus que les autres. Et il y a toujours cette idée, la vraie gauche, c'est pas ça. La vraie droite, c'est pas. Alors en général, quand on dit c'est pas ça, c'est pour se prémunir contre les accusations de choses plutôt négatives qui ont été faites par les dites gauche et droite. Mais non, c'était des trahisons, c'était des dévoiements. La vraie gauche, celle qui est dans le ciel des idées platoniciens, ou la vraie droite, c'est pas ça. Et je suis désolé de voir ces gens couper les cheveux en quatre pour défendre une idée, un concept, enfin même pas une idée, un mot, alors qu'il faudrait défendre une idée ou un programme ou une doctrine, etc. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a un fétichisme des mots qui est un archaïsme. Quelle serait, dans toutes les formes du socialisme, vu Pierre Leroux, l'idée commune à toutes? Alors, c'est difficile. La liberté, certainement pas, malheureusement, je dirais, parce que la liberté est une belle idée qu'on n'associe pas forcément à gauche, pas toujours. Il y a une gauche libertaire, il y en a une autre qui ne l'est pas du tout. Hein. C'est vrai qu'il y a des gauches autoritaires, il y a des gauches qui, malheureusement, dans les faits, sont même potentiellement totalitaires, et il y a des gauches libertaires. L'égalité, alors là, c'est déjà un peu plus sérieux, parce que c'est vrai que le socialisme, quand même, se caractérise par ce souci-là dans la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, on associe l'égalité plutôt à la gauche, la liberté plutôt à la droite. Enfin, ça se discute. La notion de gauche, non. Je pense que évidemment, ça, on l'a amplement démontré.
le socialisme transcende la gauche et ne s'y résume pas et ne s'y confond pas. Et je suis embêté pour répondre parce que le socialisme c'est quand même une notion assez précise en termes de doctrine économique, du moins si on se réfère au marxisme. C'est la socialisation des moyens de production. Mais c'est aussi un régime. Selon les marxistes, c'est un régime transitoire qui nous amène vers le communisme. Mais là, on est dans une définition très spécifique. Donc, qu'est-ce que c'est ? On pourrait la définir par la négative en disant le socialisme est ce qui s'oppose au capitalisme, et ce serait juste. C'est un peu court, mais ce serait juste, ce serait exact. Je suis un peu embêté parce que l'égalité, j'ai envie de répondre l'égalité, mais c'est une notion trop polysémique. Voilà, alors je vais répondre d'une manière encore plus vague, mais qui au moins aura le mérite de ne pas être fausse. C'est que c'est un souci du bien commun. Voilà, c'est un souci du commun. Exactement. Et c'est d'ailleurs drôle parce que je renvoie aux travaux de mon ami Guillaume Travers, qui est donc le responsable de toutes les rubriques économiques dans la revue Éléments, qui n'est pas un socialiste parce que lui, il s'intéresse à des choses, à des doctrines économiques qui sont antérieures au socialisme et même au capitalisme. Et il étudie le domaine des communs, c'est-à-dire certaines institutions ou certains usages d'anciens régimes qui rappellent beaucoup un socialisme non théorisé. Guillaume Travers, qui s'intéresse beaucoup à la notion des communs, qui ressemble beaucoup à du socialisme non théorisé, du socialisme antérieur au socialisme, ce que Marx appelait peut-être le socialisme féodal. Donc, oui, je dirais avec beaucoup de pincettes que ce qui caractérise le socialisme, c'est le souci du bien commun, par opposition à des doctrines qui feraient de nettes distinctions entre des parties bien distinctes de la population. On les appelle les classes sociales, les castes, les groupes, les communautés ou qu'importe. Ouais. Prendre le bien commun au nom de doctrines qui ne sont pas socialistes. Hein, je veux pas faire, je ne confisque pas. D'ailleurs, le bien commun, c'est aussi le nom du magazine de l'Action française qui se réfère à d'autres choses, pas à la doctrine sociale de l'Église ou que sais-je. Ils le font en toute légitimité aussi. Je ne pense pas que ça concerne que le socialisme. Par contre, tous les socialistes devraient avoir ça à cœur. C'est vrai que, par exemple, la notion de bien commun, je pense que même Bernard de Mondeville, en fait, la défendait à travers les intérêts particuliers. Dans la fable des abeilles, il dit bien que les vices privés servent le bien commun. Donc, c'est vrai que si on définit socialisme par bien commun, il y a toujours le risque, en fait, de vouloir relativiser la notion de bien commun. C'est peut-être, en fait, l'idée que le bien commun dépend avant tout, en fait, des interrelations, du lien social, non, peut-être, dans le mot socialisme. Oui, mais c'est ça qui est difficile, c'est tellement protéiforme. Je me suis contenté de donner une définition qui correspondrait mathématiquement au plus petit dénominateur commun. Et on sait qu'en théorie mathématique, le plus petit dénominateur commun d'un groupe, il définit ce groupe, mais on peut le trouver à l'extérieur de ce groupe dans d'autres. Donc il n'est pas exclusif. C'est pour ça que je n'ai aucune intention de faire un hold-up sémantique sur le bien commun, et je reconnais tout à fait qu'on puisse défendre le bien commun sans être socialiste. Par contre, je dénie la qualité de socialiste à quelqu'un qui ne mettrait pas ce bien commun au centre de ses préoccupations. D'accord. La question numéro 2. Alors, on évoque parfois, c'était en histoire de la philosophie ou en histoire, la distinction entre hegeliens de droite, alors en particulier Johann Philipp Gabler ou Leopold von Henning, qui sont bien moins connus que les hegeliens de gauche, en particulier Bruno Bauer ou surtout Ludwig Feuerbach. Et à travers cette distinction, on pense à la distinction entre les lecteurs de Hegel qui conçoivent l'État comme une finalité absolue, ou alors par opposition comme un moyen provisoire, voire un ennemi commun. Je pense ici aux hegeliens de gauche qu'on va appeler plus tard les anarchistes. Alors ma question en filigrane de cette distinction gauche-droite qui apparaît parmi les défenseurs, les promoteurs de Hegel, la question c'est peut-on classer selon vous, David Lépée, tous les anarchistes comme des penseurs de gauche jusqu'à l'anarchisme radical d'un Max Stirner ou alors jusqu'à l'anarcho-capitalisme de Ayn Rand? Non, de toute évidence, non. Ce serait un grand écart. Mais c'est drôle parce que, comme on disait que la gauche et la droite sont dialectiques et conjoncturelles en fonction de l'époque, l'exemple des hégéliens est très, j'y avais jamais pensé explicitement, mais est très révélateur parce que vous classez, enfin vous n'êtes pas le seul à le faire d'ailleurs, c'est l'usage,
comme hégéliens de droite ceux qui conçoivent l'État comme une finalité absolue, qui d'ailleurs sont en cela très fidèlement hégéliens, hein, puisque l'État a un caractère quasi messianique dans Hegel. Or, aujourd'hui, si je vous parle d'un étatiste, vous auriez tendance à le classer à gauche. Parce que, oui, parce que la gauche, qu'elle soit léniniste ou non, mais aura tendance à vouloir que l'État soit l'arbitre suprême et responsable, notamment de la répartition des biens, alors que la droite, vous avez cité Mandeville, va dire que non, justement, comme Adam Smith, c'est la main invisible du marché qui va autoréguler et qu'en suivant les intérêts particuliers, on va concourir au bien commun. Et ça, c'est pas l'État. C'est une espèce de logique de rééquilibrage du système par lui-même. Donc, c'est drôle de voir qu'on oppose oui, des rebelles à l'État, des anarchistes, à des étatistes qui sont à droite. Alors, c'est vrai que les hégéliens de droite sont moins connus. Ils sont connus aussi par les attaques qu'on a portées contre eux. Et qui s'est beaucoup attaqué à eux? Pas forcément les anarchistes, mais les marxistes et Marx lui-même, Marx et Engels. Je pense à leur texte « L'idéologie allemande », qui est le texte peut-être le plus connu contre les hégéliens de droite, en disant les hégéliens de droite marchent sur la tête, c'est l'expression. Ce sont des idéalistes, donc il y a une inversion du rapport causal entre la réalité matérielle et l'idée. Et le marxisme peut être vu comme un hégélianisme de gauche, non pas dans son rapport à l'État, mais pour des raisons philosophiques, dans son rapport entre superstructure et infrastructure. Alors, peut-on classer tous ces anarchistes à gauche? De nouveau, on se retrouve avec le problème de la polysémie du mot gauche. Il peut paraître admissible de classer à gauche un Bakounine, par exemple, quoique farouche individualiste, ne conçoit pas l'individu comme une monade égoïste, mais comme un membre, un atome du corps social. Alors, atomique, organique, on ne sait pas trop, mais plutôt atomique dans le cas anarchiste. Mais cet atome du corps social est solidaire, est un bon camarade, est généreux, et ce n'est pas parce qu'il est jaloux de ses droits individuels que c'est un loup pour l'homme. Alors, ce qui différencie la droite de la gauche, ce ne sera pas le système, ce sera l'anthropologie. La droite pourra défendre la même revendication individualiste dans une optique de chacun pour soi, alors que l'anarchiste de gauche le fera parce qu'il croit réellement, lui, en une régulation par des vertus morales. Le point de rencontre entre l'individualisme et le socialisme s'appelle l'anarchie selon Bakounine. Max Stirner, alors là, il y a une complexité qui le rend plus difficilement classable parce qu'il y a un côté moins militant que les bakouniniens. Et alors Ayn Rand, c'est le cas extrême, c'est quand même difficile de ne pas la classer à droite. Alors on pourra dire, elle est anti-autoritaire, en un sens c'est vrai, elle est très anticléricale, ça va même plus loin que l'anticléricalisme, mais elle est très antichrétienne, donc ce n'est certes pas une conservatrice, mais sa théorie consiste vraiment, moralement, à parer l'égoïsme de toutes les vertus et à faire de l'altruisme le pire des vices. Donc, elle ne cherche même plus, contrairement aux libéraux classiques, à défendre une vision autorégulatrice et harmonieuse. C'est vraiment chacun pour soi, et il y a une espèce de justice transcendante dans le fait qu'une partie infime de la population remporte la mise parce que finalement elle serait plus méritante. Donc c'est de l'anarchie, c'est une forme d'anarchie, c'est vrai, mais moi j'y vois une forme d'anarchisme d'extrême droite, quoi. C'est vraiment difficile de classer ça à gauche parce qu'il n'y a pas du tout ni ce souci d'égalité et ni encore moins ce souci du bien commun. Oui. Il y a peut-être un point commun entre Stirner et Ayn Rand, peut-être. Ce serait le point commun, Nietzsche. Mais dans ce cas-là, ce sera un Nietzsche sans vertu. Ouais. Mais on aura l'occasion d'y revenir parce que Nietzsche va revenir dans la suite des questions que je vais vous poser. Mais Nietzsche, en tout cas, était souvent cité comme quelqu'un qui aurait été inspiré par Max Stirner. Mais peut-être que la notion de vertu, peut-être la décence commune, aurait intéressé Nietzsche et pas Ayn Rand. Mais bon, c'est à vous de répondre et ce sont des pistes de réflexion. Question numéro 3. Alors, on va arriver au sulfureux parce qu'évidemment, cette personne-là est considérée comme un loup en fait en France. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt le travail terminologique de ce personnage.
Dans son mouvement Égalité et Réconciliation, Alain Soral prône un programme politique qui concilierait, d'après lui, la gauche du travail et la droite des valeurs. C'est ce qui m'intéresse en tout cas ici. Alors, ne s'agit-il pas plutôt, dans cette formule, de ce que vous, David Lépée, appelez par ailleurs une pensée conservatrice de gauche, à l'instar du socialisme de Proudhon? Dans ce cas-là, on pourrait dire que Soral a confondu le conservatisme à la droite. Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que dans la première partie de notre entretien, on parlait du ni gauche ni droite, que Soral fait sien dans une certaine mesure, mais on se posait la question, est-ce que c'est le refus du clivage ou est-ce que c'est à la fois de gauche et à la fois de droite? Alors, le problème de cette formulation, quand on dit gauche du travail et droite des valeurs, formule qui m'a été sympathique pendant quelques années, mais il y avait un problème plus que de sens, c'est le mot. On veut dépasser le clivage gauche-droite en brandissant la gauche et la droite, en tout cas une certaine gauche, une certaine droite. Ça me pose un petit problème de cohérence philosophique, parce que je ne pense pas, en fait, qu'on puisse faire son marché en kit comme ça dans le grand marché des idées, le grand marché libéral des idées. Je vois très bien l'idée qu'il y a derrière, et elle est intéressante, mais je préfère le ni gauche ni droite que de dire ben, tiens, je prends ce qui me plaît à gauche, je prends ce qui me plaît à droite. Bon, c'est pas un débat sur les idées, c'est un débat sur les mots, on va pas s'attarder là-dessus. Alors, oui, il s'agit d'une pensée conservatrice de gauche dans une certaine manière. Je pense que la comparaison avec Proudhon est peut-être excessivement flatteuse, mais bon, il faudrait poser la question à Soral lui-même, et je pense qu'il l'assumerait. On a souvent des observateurs, pas toujours bien intentionnés d'ailleurs, ont parfois comparé l'expérience politique d'égalité et réconciliation à du cercle Proudhon. Oui. Alors, c'est pas sans fondement. Après, il ne faut pas oublier que le cercle Proudhon, c'est malheureusement ou non, mais c'est un rendez-vous manqué. Hein. C'est quelque chose qui fascine beaucoup les mouvements transcourants, parce que moi aussi, d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il y avait vraiment les germes de quelque chose. Mais en fait, ça n'a rien donné. Et des fois, quand on veut associer la carpe et le lapin, le problème, c'est qu'il y en a toujours un qui est l'instrument de l'autre. Et ça, malheureusement, je pense que les syndicalistes révolutionnaires ont été les dindons de la farce de la part d'une certaine droite maurassienne qui n'est pas inintéressante, mais je ne pense pas que la synthèse ait été effectuée, et surtout, au-delà du domaine fécond d'intellectuels qui se rencontraient, qui donnaient des conférences, qui écrivaient ensemble, parce que les cahiers de cette Proudhon sont une lecture passionnante. Hein, rien que pour ça, ça vaut la peine. Mais politiquement, n'en déplaise à certains historiens comme Zev Sternel, qui voyait la matrice de tous les fascismes du XXe siècle, c'est complètement fou, parce que c'est même pas un problème d'incohérence idéologique, c'est le fait que ça n'ait rien pesé. Non, je veux dire, non, désolé, la crise économique ou la Première Guerre mondiale ont eu beaucoup plus d'influence sur l'irruption de nouveaux mouvements politiques, comme les fascismes, que l'œuvre de Georges Sorel ou du cercle Proudhon, qui, aussi intéressantes soient-ils, ont été très, très marginaux. Alors, l'ennui, c'est que j'aimerais bien dire la ligne ER, c'est ceci ou c'est cela, mais elle aussi, elle est très dialectique. C'est-à-dire que l'histoire est courte, l'histoire de cette association, mais la ligne a beaucoup changé. Ça, c'est peut-être un peu le côté stalinien de départ, où finalement, non seulement on change la ligne, mais ensuite on dit qu'elle a toujours été telle qu'elle. Et puis on efface les anciens camarades sur les photos. Je ne veux pas aller trop dans des affaires personnelles, mais disons, moi j'aimerais bien dire je suis favorable à ER ou défavorable, mais encore faudrait-il que la ligne soit fixe. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un moment où je me retrouvais en phase avec cette ligne, et moi je crois n'avoir pas beaucoup changé. Par contre, comme le disait un autre auteur qui s'en prenait à cette association, une horloge arrêtée, elle donne l'heure juste 2 fois par jour. Sauf que la métaphore a ses limites, parce que c'est pas ça. Là, c'est une horloge qui bouge très vite avec une réalité qui, elle, est plus stable. ER, dans ses débuts, la réconciliation n'avait pas le sens de cette fameuse théorie du front de la foi, réconciliation du catholique de Civitas et du musulman patriote. Non, c'était vraiment la réconciliation plutôt de gens, alors de toute origine ethnique, ça c'est formidable, mais disons
plutôt de gens issus d'une certaine gauche et d'une certaine droite, c'est vrai, la gauche du travail, la droite des valeurs, et ça c'était assez sympathique. Il y avait des marxistes qui rencontraient, je ne sais pas, des maurassiens ou des conservateurs, vraiment très, très cercle Proudhon, mais quand même avec une base républicaine, parce que le président de l'association avait quand même passé par le chevènementiste, tout en venant du PCF. Je me retrouvais assez, moi, en tant qu'issu du marxisme, je me retrouvais assez là. Ensuite, évidemment, il y a certaines obsessions communautaires, il y a certaines évolutions sur le religieux. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein, je dis juste que c'est pas du tout mon truc et que moi, ma réflexion, elle est politique. Alors, franchement, la réconciliation des cathos et des musulmans, grand bien leur fasse, mais c'est pas ma tasse de thé, c'est pas donc voilà, je peux pas vous dire davantage. Gauche du travail, droite des valeurs, c'est fourre-tout quoi. Mais disons, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben oui, j'imagine. Gauche du travail, c'est à la fois l'idée socialiste, la décence commune, le côté oui, ce qu'on trouve chez Orwell ou chez Jack London, le côté working class hero, qui est très voilà, c'est-à-dire l'ouvrier fier de ce qu'il est, de ce qu'il représente et de ce qu'il revendique. Et la droite des valeurs, ce serait ce qui reste d'aristocratique dans l'ancienne droite, qui ayant été embourgeoisée a été contaminée par le fric, par le goût d'une certaine frivolité. Voilà, c'est un bel idéal, mais ça m'embête de le résumer comme ça, parce que moi, je ne me sens pas du tout comme la synthèse de tout ça, je me sens comme ni de gauche ni de droite, quoi. Oui, oui. Mais voilà, je ne sais pas comment ça restera dans l'histoire, si ça restera dans l'histoire. J'espère que oui, parce que c'est quand même aussi marginal que ce soit, ce sont des expériences intéressantes, et il faut reconnaître à Égalité et Réconciliation, qui existe comme depuis longtemps maintenant, hein, je crois que ça date de 2007, 2008, quelque chose comme ça, d'avoir à un moment été les premiers à avoir tenté cette synthèse, et notamment d'avoir tendu la main à des jeunes formés sérieusement à gauche, pour leur éviter l'écueil à la fois du gauchisme et de l'embourgeoisement social-démocrate, et sont tombés pour autant vers une dérive d'extrême droite. Après, il y a eu toutes les dérives possibles là-bas, mais ce que je veux dire, à la base, c'est pas ça. Et je dirais quand même, j'ai pas l'habitude de faire des amabilités à Soral, parce que lui ne m'en fait aucune. Et j'ai pas. Mais disons, il a beaucoup été attaqué par des gens à sa droite qui l'ont traité d'irénisme, parce qu'il espérait une réconciliation alors que eux voyaient la guerre civile à leur porte. Malheureusement, la réconciliation n'a pas fonctionné. Avait-il tort pour autant de l'espérer? Moi, je pense qu'on n'a jamais tort de parier sur la paix plutôt que sur la guerre. C'est pas être munichois de dire ça. Franchement, il pourra dire, malgré toutes ses erreurs, tous ses défauts, il pourra dire au moins on a essayé sur ce plan-là. Parce que ceux qui appellent à la guerre, et surtout la pire des guerres, la guerre civile sous sa forme la pire, la guerre raciale, ceux qui appellent à la guerre sans même avoir essayé, ceux-là me semblent beaucoup plus coupables. Oui, oui, à jouer sur les oppositions, parce que bon, il faut bien comme essayer de cartographier, envie de dire, la réflexion politique, mais c'est vrai qu'on peut regarder Soral comme un anti-Zemmour. Et Zemmour n'arrête pas de parler de civils qui arrivent. C'est un national libéral. Il suffit d'écouter son discours, son programme électoral. C'est un national libéral, donc il est européiste. Il est pour le maintien en fait du projet de réforme des retraites. Il soutient Macron sur la question du rapport des actifs-inactifs. Et puis peut-être sur Soral. Peut-être, évidemment, on sait très bien qu'il est regardé aujourd'hui comme le mouton noir, parce que c'est un antisémite avéré. Du moins, il se dit toujours qu'il ne l'est pas, mais bon, il y a peut-être un lien entre Sorel, Proudhon et Soral, sans mauvais jeu de mots. C'est la question du droit d'usure, peut-être chez les banquiers. On sait qu'il y avait une tradition chez c'est un socialiste, donc Proudhon, a proposé, par exemple, un droit de crédit, un système de crédit sans intérêt. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours répété chez Soral comme la marque du juif banquier, c'est celui qui joue avant tout avec l'usure, alors que les musulmans et les catholiques sont censés être des gens qui détestent l'usure, et il y a tout un lien avec le religieux. Notamment, oui. C'est lié à l'histoire de la banque. Après, ce qu'ont été voilà. les banques catholiques, Voilà. bon, dans les banques musulmanes, c'est encore vrai en partie, mais pas tout. Et on peut faire une critique de l'usure qui ne tombe pas dans ces réductions-là. On trouve ça chez Werner Sombart, on trouve ça chez Ezra Pound. Je ne pense pas que ce soit légitime. Je pense que la critique de l'usure, du prêt à intérêt,
est un chapitre de l'anticapitalisme. Il ne faut pas résumer à ça, parce que je pense que le problème est plus global, mais disons, c'est des cas, Ezra Pound ne parlait pas uniquement d'usure bancaire, mais on peut penser aussi à la question de l'empire qu'exercent les gérances immobilières, parce que le principe même de faire payer un loyer à ceux qui sont juste pas assez riches pour investir un capital dans une maison, c'est une manière de les faire payer plus avec une différence à la fin qui relève de l'exploitation. Ça, c'est de l'usure aussi. Et quand on est anticapitaliste, il est normal de mener cette critique. Après, lier cette critique à une communauté en particulier, je pense que c'est vraiment… Voilà. je ne sais plus si c'est Pouget qui parlait du socialisme des imbéciles. Non, c'est pas lui, mais disons, il en parlait aussi pour parler d'un anarchiste anticapitaliste radical en pleine période d'agitation antisémite dans les milieux ouvriers, mais qui n'est pas tombé dans cette facilité, parce que je pense que non seulement c'est pas comment dire, c'est moralement problématique, mais je pense que surtout sur le plan de la recherche de la vérité, on s'égare. On s'égare toujours quand on simplifie d'ailleurs. Oui, ah oui. Mais c'est ça, à mon avis, hein, ce qui justifie de moi le lien entre Sorel et Proudhon, c'est Sorel prétend que c'est toujours les Juifs en fait qui sont à l'origine de ce principe d'usure, mais si on regarde aujourd'hui ceux qui financent, on va dire, l'armement de l'Ukraine ne sont pas des Juifs. Carrément, les États-Unis, Alors, du moins l'OTAN, ne sont pas des Juifs. Donc bon, c'est une question qui va beaucoup plus loin, mais bon, c'était un moyen de faire une filiation. c'est vrai que quand on tend à personnifier, c'est le reproche qu'une certaine droite populiste fait à une certaine gauche en disant vous en restez dans des attractions, dans des abstractions. À un moment, il faut nommer, il faut dire tel homme, tel patron, tel chef d'entreprise. On peut le faire dans certains cas, mais couper des têtes à l'hydre et elles repousseront. Il faut prendre. Je pense que s'attaquer au système plus qu'à des gens, c'est pas être dans l'abstraction, c'est pas être dans le flou, c'est au contraire être dans la radicalité, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, il faut aller encore au-delà de ça pour aller au cœur du mécanisme d'un capitalisme qui est un fait social total. Parce que sinon, alors, ça ne finira jamais. C'est une cosmétique qui, le problème sera toujours repoussé, constamment. Oui, les têtes repoussant, oui. Dans une de vos conférences, alors David Lépée, consacrée à la notion de socialisme français, vous avez cité Georges Bernanos dans un extrait de sa commune de 1871. Je cite Bernanos. L'existence d'un socialisme français et même patriote au cours du XIXe siècle et jusqu'aux dernières années de l'Empire n'est pas niable. J'ajoute que ce socialisme était aussi peu républicain que possible, au grand scandale des bourgeois de 1830, dont les papas s'étaient remplis les poches sous le Directoire. Fin de citation. Alors la question, faut-il voir dans cette critique à peine déguisée de ce qu'on appelait la révolution bourgeoise de 89, faut-il voir dans cette critique l'affirmation d'un socialisme de France, c'est-à-dire qui serait un socialisme inhérent à un certain esprit français et qui serait distinct des socialismes anglais ou allemands, par exemple, le chartisme d'un côté et puis le socialisme de Marx et Engels, ou alors faut-il penser ici qu'il s'agit d'un socialisme en France dont le programme d'action aurait pu se justifier partout ailleurs? Bon, je pense que c'est plutôt un socialisme de France, là en l'occurrence, mais c'est vrai que le statut du socialisme français à l'égard de la Révolution française de 89 est très particulier, parce que là, la révolution bourgeoise, entre guillemets, c'est Bernanos qui le dit devant l'Action française, mais c'est aussi ce que disent les marxistes, parce que tout simplement, ils y voient une étape, certes, dans la dialectique historique marxiste, c'est une étape, mais c'est une étape bourgeoise. En gros, le tiers-État a pris le pouvoir, mais c'est la partie supérieure du tiers-État qui a pris le pouvoir, c'est-à-dire la bourgeoisie, et qui a remplacé un système de caste, donc d'ancien régime, et par les ordres, par un système de classe. Phase qui est capitaliste, mais qui serait, dans la dialectique marxiste, une étape nécessaire, quand bien même la révolution d'octobre a prouvé le contraire, puisqu'on a sauté cette étape, on est passé du servage au socialisme sans passer par l'étape bourgeoise. Bon, passons. C'est la différence entre la théorie et la pratique. Un socialisme de France, parce que le rapport du socialisme français à la Révolution est un rapport à la fois de rupture et de continuité. Continuité parce que, marxiste ou non, ça a quand même été une étape, et que beaucoup de grands socialistes de différentes tendances se sont réclamés des grands anciens, des pionniers de 89, surtout, ou de 93 d'ailleurs, surtout en s'appuyant sur certains, parce que c'est vrai qu'il y a des comment dire, il y a des germes de socialisme dans la Révolution, mais ce sont des germes, et souvent on fait référence ou à des lois ou à des personnalités qui sont plutôt marginales, combien même elles ont eu une grande importance. Je reviens à Robespierre, ou un peu plus tard à Gracchus Babeuf. Babeuf fait un peu la transition d'ailleurs, mais Robespierre n'incarne pas la Révolution.
même si il a eu une position d'influence plus que de pouvoir, parce qu'on a tendance à oublier le fonctionnement des comités de la Convention nationale. Il n'y a pas tant de têtes que ça qui dépassent. Par contre, les têtes qui dépassent, c'est les orateurs du Club des Jacobins, c'est les gens qui sont cités dans les journaux, c'est les gens qui ont de l'influence sur les sections sans culotte et sur l'opinion publique. Ce n'est pas un pouvoir politique, c'est un pouvoir, on pourrait dire, médiatique, charismatique. Et Robespierre et d'autres étaient de ces gens-là. Et Robespierre, qui n'avait pas du tout la culture économique qui pouvait être celle d'un Marx et qui avait juste des intuitions parce qu'il lisait Rousseau, parce qu'il observait, mais c'était un avocat, c'est un homme de droit, ce n'était pas un homme d'argent. Mais s'il était apparu 50 ans plus tard, ça aurait peut-être été un semblable de Marx, parce qu'il avait ce qu'il appelait l'économie politique populaire, quelques notions, que ce soit les décrets de Ventose et des choses comme ça, qui pouvaient annoncer le socialisme et qui se trouvaient en rupture avec la plupart de ses confrères à la Convention, et c'est la raison principale pour laquelle il a été liquidé en thermidor. Donc les socialistes français ont pu, alors ce n'est pas le cas de Proudhon, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles ils détestaient Robespierre, mais ce n'est pas forcément des raisons économiques d'ailleurs, mais disons, ils ont pu se retrouver là-dedans, mais comme ils se retrouvaient en but avec tous les autres, en disant, mais tous les autres sont des bourgeois qui ont renversé les anciens maîtres pour les remplacer. Et donc, il y a toujours cette suite, mais c'est drôle, parce qu'il y a même certains mouvements fascistes fascistes français notamment, ou des gens de cette sensibilité-là, depuis Doriot à Drieux-La Rochelle, qui se sont réclamés durant la Révolution française bien plus volontiers que les socialistes, qui eux, justement, ils voyaient quelque chose de trop tiède. Donc c'est difficile. Alors Bernanos, c'est un cas très particulier. J'aime beaucoup Bernanos, parce que moi, je ne suis pas spécialement maurassien, ça va sans dire, mais Bernanos, pour moi, j'allais dire révolutionnaire, non, parce que c'est plutôt contre-révolutionnaire. Il est assez clair là-dessus, notamment dans La Grande Peur des Bien-Pensants, mais celui qui n'est jamais tombé dans les pièges tendus par la droite. C'est-à-dire, finalement, cet écueil où les révolutionnaires ou contre-révolutionnaires, enfin les rebelles de droite, se font finalement avoir par la droite d'affaires qui n'a pas grand-chose à faire de leurs idéaux, mais qui les utilisent comme salle d'attente des affairistes et de la bourgeoisie. Et beaucoup de maurassiens, beaucoup de réacs sont tombés, parfois le plus innocemment du monde, dans ce piège. Et Bernanos, non seulement n'est jamais tombé dans ce piège, mais a toujours mis en garde. Et avec une probité, ce qui l'a amené à tenir les positions que l'on sait dans la guerre d'Espagne. Il n'avait pas l'esprit de Chapelle, il n'avait pas l'esprit caporaliste de suivre une école, une doctrine. Et j'ai beaucoup d'admiration. C'est ça qui en fait un grand écrivain, plus que d'autres. Donc voilà, continuons à lire Bernanos. Et il est intéressant de voir qu'il a fait partie de ceux qui ont essayé de s'adresser à la droite en leur parlant de socialisme. Oui, il y a sûrement plus de points communs entre Bernanos, Henri Guillemin et Lénine sur la question de la République de 89, sûrement, parce que, en un sens, Guillemin est quelqu'un qui a été beaucoup plus critique sur Voltaire, évidemment, le spéculateur qui a profité de la Gironde aussi, de la Révolution, que de Robespierre, qui est décrit comme un homme vertueux avant tout, qui cherche à revenir aux causes de la pauvreté et à les corriger. Et Lénine aussi, qui a parlé de la Révolution bourgeoise. Guillemin a eu de très belles. Guillemin, qui est quoi, on pourrait dire franco-suisse, il faut le rappeler, Guillemin. Oui, tout à fait. Franco-suisse, il a vécu à Neuchâtel, dans ma ville, pendant un certain temps. Ouais. Il a eu de très belles pages sur Bernanos, notamment dans son essai Nationalistes et nationaux, où en tant qu'homme de gauche, il est très critique quand même par tout ça, mais disons, Bernanos échappe à toutes ces foudres, quoi. Ça, c'est vrai. Et Robespierre aussi dans un autre ouvrage. Et on peut difficilement traiter de Guillemin des léninistes, par exemple. Mais en tout cas, sur la Révolution, Bernanos, Guillemin et Lénine sont vraiment. Il y a un point commun entre les trois sur le traitement de 89. Guillemin est un vrai humaniste en plus des autres. C'est-à-dire que non, il a une optique humaniste en dépit de son ralliement à gauche et en dépit de son christianisme. Je dis ça par provocation dans les deux cas. Mais c'est un humaniste, oui. Donc c'est la preuve qu'on peut avoir une même réflexion en venant de courants très différents. Bien sûr. Et ouais. Question 6. L'affirmation d'un socialisme dans une nation conduit naturellement à l'expression de national-socialisme, il fallait y arriver à un moment ou l'autre, avec toute la charge péjorative et émotionnelle que ce nom implique. Bernard-Henri Lévy va condamner l'alliance entre nationalisme et socialisme dans sa fameuse idéologie française. Bon. Ma question, ne faudrait-il pas assumer cette appellation de national-socialisme malgré tout, d'autant plus que le national-socialisme allemand, donc le parti nazi, ne méritait pas son titre de national-socialiste, puisqu'il fut très peu socialiste. On sait très bien que le parti était financé par les grandes banques
et aussi appuyé par les capitaines d'industrie Krupp et Thyssen dans un contexte de menace du bolchevisme, tandis que ce parti national-socialiste allemand était parfaitement racialiste, ce qu'on ne peut absolument pas taxer en fait tous les socialismes français. Ouais, c'est vrai. Bah oui, déjà, il y a cette opposition entre racialisme et nationalisme parce que les frontières ne sont pas les mêmes. Mais j'irai même plus loin pour rester sur le politique, c'est que ces velléités de conquête en Europe en font de fait un parti au programme impérialiste. Et là, vraiment, c'est encore plus fondamental, je crois, parce que je ne peux pas qualifier de nationaliste quelqu'un qui veut transcender ses frontières historiques sous prétexte de s'étendre par la violence et la domination. C'est le contraire du nationalisme bien compris, qui est une défense souveraine et farouche de ses terres, mais celui qui tient à sa souveraineté respecte la souveraineté des autres. Ce que ne font pas les impérialismes. Il y a eu ce même débat au moment des élections américaines. La gauche, évidemment, accusait beaucoup Trump de nationalisme parce qu'il avait des déclarations un peu chauvines. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup de sympathie, mais pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. Mais néanmoins, ce procès d'intention était très malhonnête parce que j'avais envie de répondre aux journalistes. Oui, il est possible que Trump soit nationaliste, mais franchement, c'est un moindre mal, parce que, alors moi je ne suis pas américain, donc je pense aux intérêts du monde extérieur plus qu'à cette nation qui n'est pas la mienne, et de toute façon on s'en fout, j'ai pas le droit de vote, on ne me demande pas mon avis, mais si j'ai à choisir entre un nationaliste américain et en l'occurrence une impérialiste, parce que je pensais au cas de Mme Clinton, eh ben, en tant que non-américain, le nationaliste me fait moins peur. Il fait ce qu'il veut chez lui, je respecte la souveraineté américaine et j'aimerais bien qu'on respecte la mienne. Je ne suis pas sûr que ceux qui veulent que les va-t-en-guerre et les faucons la respectent beaucoup. Donc Hitler n'était pas de cette famille des souverainistes, c'est le moins qu'on puisse dire, c'était un impérialiste. Après, il faut dire que les Allemands avaient ça, je ne vais pas dire ça dans le sang parce que je tomberais dans ce jeu-là, mais disons, ils avaient ça dans leur ADN politique, ils sont un peu calmés, peut-être un peu trop à leur goût, mais ils avaient ça dans leur ADN politique depuis longtemps. C'est évidemment pas une invention du nazisme, enfin, on se rappelle des guerres précédentes et notamment de la guerre de 1870. Mais pour répondre à votre question, c'est très délicat parce que c'est vrai que le bilan du national-socialisme, c'est pas seulement un désastre humain, c'est aussi un désastre sémantique. Parce que l'idée n'est pas devenue impensable, parce que l'idée c'est une autre idée, donc voilà, c'est un hors sujet, mais le mot, qui est le même mot, est devenu impensable. C'est quelqu'un qu'on ne soupçonnera pas du tout de sympathie nazie, c'est Jean-François Kahn qui disait, il y a une vingtaine d'années, si à cause je le cite de mémoire, si à cause du bilan désastreux et apocalyptique de l'hitlérisme, on devait s'interdire toute réflexion sur les nécessaires synthèses entre l'idée sociale et l'idée nationale, alors Hitler aurait remporté une victoire posthume. Et c'est ça. Mais c'est un fait, en fait, c'est même pas un jugement. Hitler a remporté une victoire posthume. C'est la faute de personne, là, vraiment. C'est une fois les choses sont faites, on ne peut plus, ou alors il faudra attendre encore 50, 100 ans ou plus, parce qu'on voit que là, c'est un truc qui ne passe pas, et il y a des raisons, évidemment, c'est un traumatisme européen. Le national-socialisme en tant que tel est impensable. Et c'est d'autant plus dommage, comme vous le dites, qu'en fait, c'était un abus de langage, un hold-up lexical dès le début. Donc non, il n'y a pas eu, à proprement parler, de national-socialisme en Allemagne. Après, c'est vrai, je ne sais pas, on peut voir des expériences dans le monde. Est-ce que, pour prendre une expérience plus récente, je ne sais pas, le Venezuela de Hugo Chavez, qui m'intéresse beaucoup, même si je le connais que d'extérieur et de manière pas aussi précise que je le voudrais, est-ce que le chavisme était du national-socialisme? Dans une certaine mesure, oui. Et il n'y avait pas ce problème racial, parce que ces pays d'Amérique latine sont souvent très multiethniques, mais fonctionnent sur un modèle d'assimilation et de communauté nationale multiethnique, comme à Cuba ou comme dans de nombreux pays en fait, de cette région du monde. Est-ce que c'était un national-socialisme? Il est sûr qu'il a mis en place, ça a duré ce que ça a duré, un programme qui se rapproche vraiment du socialisme, avec un patriotisme très fort et une revendication de souveraineté musclée. Donc oui, peut-être que c'était du national-socialisme, et de même que peut-être que le modèle politique auquel je rêve pourrait être qualifié de tel au sens propre du mot. Mais c'est indicible, donc n'en parlons plus. Voilà.
Ouais, c'est compliqué, mais vous savez, on me fait le même reproche pour le socialisme. On dit, tu te dis socialiste, mais ça charrie une mémoire sombre aussi, parce qu'il y a quand même le bilan du stalinisme, du maoïsme. C'est vrai, il y a le même problème. Après, c'est encore plus marqué parce que c'est plus européen par rapport au national-socialisme. Mais je crois vraiment, bon, je pense que de toute façon, il ne faut pas fétichiser les mots, il faut s'intéresser au contenu, donc on ne va pas y passer des heures non plus. Mais c'est peine perdue. Celui qui voudrait reprendre ce terme aurait toute légitimité à le faire sur un plan philosophique, mais politiquement, c'est suicidaire. Et voilà, il n'arriverait pas à ses fins, il serait diabolisé pour des crimes auxquels il n'a même pas songé. Donc non, moi je n'utiliserai pas ce terme et je déconseille à quiconque de le faire. Et c'est vrai que le cas de Chavez, par exemple, on peut beaucoup plus parler de bolivarisme dans son cas, ou plutôt de nationalisme sud-américain qui cherche à s'émanciper en fait, de la dépendance états-unienne en termes d'économie. Et puis, je peux aussi parler de... C'est comme si on assimilait par exemple le socialisme à Pol Pot. Enfin, dire que le socialisme implique Pol Pot, c'est complètement ridicule, et c'est aussi ridicule, mais vous avez raison que les termes sont damnés, on va dire. On a l'impression que la sémantique est damnée, que parler de national-socialisme est interdit aujourd'hui, et qu'on ne peut pas revenir en arrière, et que donc il faut choisir d'autres mots. Mais il est difficile en même temps de défendre des programmes sans mots. Pardon ? Je dis, on peut déplorer que le mot soit gangréné, mais ma foi, l'histoire. Ouais. Hein, voilà. C'est ça, exactement. Ouais. Question 7. Alors, le socialisme français contient un ensemble de penseurs inspirés par la figure tutélaire de Joseph Proudhon, pas seulement, mais est regroupé dans, vous l'avez déjà nommé, le cercle Proudhon. Alors, il y a Édouard Berthe, Georges Valois ou Henri Lagrange. Ce cercle de pensée eut pour but de concilier le syndicalisme de Proudhon à l'action française de Charles Maurras, ou autrement dit, de concilier plus ou moins le socialisme au nationalisme monarchiste, dans un contexte bien précis, bien méconnu aujourd'hui. Alors ma question, la synthèse proposée ici par le cercle de Proudhon ne repose-t-elle pas sur une certaine superstructure inavouée? Je veux dire par là l'éthique du surhomme nietzschéen qui s'oppose à la fois à l'esprit de système qui va conduire au totalitarisme, au plutocrate qui incarne le capitalisme et à ce que certains ont appelé le parti du ventre. Je ne sais plus si c'est Gustave Le Bon ou du moins Guy Mollet qui plus tard va reprendre cette expression pour accuser en fait les socialismes d'être de simple matérialisme. Est-ce que le cercle Proudhon, d'après vous, cherchera en fait à défendre une certaine idée de l'homme par-delà ces formes de théorie politique? C'est assez intéressant, alors, mais ça va loin. Mais si on prend les termes, les trois termes les uns après les autres, l'éthique du surhomme nietzschéen qui s'oppose à l'esprit de système. Alors là, ils vont chercher ça, c'est chez Sorel, qui n'a pas directement participé au cercle Proudhon, mais qui en était l'inspirateur, et Berthe était un de ses amis, donc il était un peu malgré lui le parrain de ce cercle. D'ailleurs, un banquet avait été organisé par les Camelots du Roi et les syndicalistes révolutionnaires en son honneur, et il n'est pas venu parce qu'il ne voulait pas parrainer. Mais pour dire qu'ils vont puiser chez lui et chez Proudhon. Mais bon, Proudhon était déjà mort, c'est la différence, alors que Sorel était vivant. Et Sorel se référait beaucoup à Nietzsche et à Bergson dans cette espèce de, enfin, sous bien des aspects, mais dans un certain vitalisme. Et il est vrai qu'on pouvait percevoir une crainte du totalitarisme, mot qui, je crois, n'existait pas de toute façon, mais disons, il y avait une méfiance envers l'État. Et cette méfiance, elle était due. Ça, c'est intéressant, parce que les socialistes classiques de la même époque, les Jaurès, enfin, n'avaient pas forcément cette même méfiance, parce qu'ils voyaient l'État comme le pourvoyeur d'une certaine justice sociale. Ils n'avaient pas tout à fait tort, d'ailleurs, en disant, bah oui, c'est la fameuse phrase de... je crois que c'était Lacordaire, entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. C'est très socialiste dans cette pensée-là. Mais les Soréliens, les gens du cercle Proudhon ne pensaient pas comme ça pour deux raisons. D'une part, il y a les gens qui venaient de la droite, enfin les monarchistes, et les monarchistes, en tout cas les monarchistes de cette famille-là, ont un rapport à l'État. Enfin, à mon avis, ils idéalisent pas mal de choses dans les institutions d'Ancien Régime, mais ils n'ont pas tort sur toute la ligne, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'arrivée de la République, c'est non pas un totalitarisme, parce que le mot était inconnu, mais disons une prise de pouvoir de l'État excessive. Bon, déjà, il y a la centralisation jacobine, mais bon, Louis XIV aussi était déjà jacobin avant l'heure. Mais disons, il y a l'idée que dans les institutions, en tout cas dans celles de la fin de l'Ancien Régime, il y a quand même une subsidiarité qui s'exerce, que ce soit avec le système des parlements, des communes, et qui fait que la liberté des régions,
des collectivités locales était davantage respectée que dans une république voilà, très, très, très lutétiano-centriste, quoi. Donc, dans le monde moderne, donc dans la République, hein, où on est au début du XXe siècle, un peu avant avant la Première Guerre mondiale, juste avant, les Maurassiens se méfient de l'État républicain qui est considéré comme un État trop fort et trop autoritaire. Voilà, ça, c'est une chose. De l'autre côté, les syndicalistes révolutionnaires ont été nourris par l'anarchisme. Alors, eux aussi se méfient de l'État. Pour d'autres raisons, mais enfin, pour des raisons presque encore plus radicales. En gros, les monarchistes disent l'État républicain est trop fort, l'État républicain est trop fort, et les anarchistes répondent l'État, quel qu'il soit, est illégitime. Donc, c'est juste une radicalisation par les seconds de la position des premiers. Donc, oui, pour cette raison-là, ils s'opposent à l'esprit de système, et philosophiquement, ceux qui ont lu Sorel vont le traduire par le surhomme nietzschéen, alors qu'il n'est pas du tout un aristocrate comme on peut le voir aujourd'hui encore dans certaines pensées d'extrême droite, mais qui est comme plutôt une réalisation de l'homme et qui passe aussi par une idéalisation, enfin pas une héroïsation de l'homme populaire, de l'ouvrier. Donc on n'est pas du tout dans la vision d'extrême droite, on s'en fout. Mais on est dans une vision qui n'est pas la gauche victimaire et plaintive telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est plutôt la gauche qu'on va retrouver ensuite, je ne sais pas, dans l'art soviétique du réalisme socialiste, plutôt que dans le wokisme de gens qui réclament le droit d'être laids, gros et en mauvaise santé. C'est pas tout à fait pareil. Mais oui, ça c'est pour le premier point. Ensuite, le plutocrate. Alors là, c'est vrai qu'il se retrouve aussi parce que c'est une alliance des anticapitalistes. Et c'est ça qu'on pouvait. Avant, on parlait il y a quelques instants d'égalité et réconciliation, les quelques expériences historiques qui vont suivre et qui continueront sans doute de suivre, où des gens de gauche et de droite dressent des ponts, souvent comme leur point commun, c'est la critique du capitalisme. Alors plutocratie, c'est marrant, plutocratie, le terme est tout à fait juste, hein, mais il est plutôt utilisé à droite. Je ne sais pas pourquoi. Plutocratie, ce sera la traduction de droite d'anticapitalisme à gauche. Et on va trouver les deux chez des penseurs qui sont un petit peu à la frontière, comme Werner Sombart, par exemple. Mais oui, ça c'est vrai que ça les lie. Et le troisième, le matérialisme. Alors là, je dirais que c'est peut-être l'apport plus de droite, parce qu'évidemment, la gauche marxiste historiquement, elle est matérialiste et elle n'a aucun complexe à l'être. Mais les syndicalistes révolutionnaires vont dire, enfin alliés aux monarchistes, vont dire non, mais enfin l'homme est plus que ça, même le prolétaire est plus que ça. Nous ne sommes pas, enfin on a un idéal, quoi. Mais je trouve ça très beau parce que je pense que la politique, c'est aussi des idéaux. C'est pas que. Néanmoins, je m'en méfie un petit peu parce que c'est l'argument qui, aujourd'hui encore, et jadis déjà, était utilisé par une certaine droite pour faire taire les revendications socialistes sous prétexte que, en fait, c'est ce que disait Lamartine. Lamartine disait méfiez-vous de ces socialistes, ce sont des idéologies de chair, de ventre, de pain et de salaire, je ne sais plus quelle était l'expression, sous-entendu, tout ça est bas, tout ça est mesquin. Et l'ennui, c'est qu'on a retrouvé ça il y a quelques années encore dans les critiques bourgeoises contre les manifestations gilets jaunes. On dirait, alors, dès qu'il était question de frigo vide, on disait ouais, mais regardez, ces gens-là ne fonctionnent qu'avec le restomat, ce sont des consommateurs, ce sont des animaux, enfin il leur faut une espèce de choses à manger, alors que nous, et ça c'est ce que disait notamment la droite, je pense notamment à cette fameuse droite nationale-libérale, c'est des discours qu'on trouvait chez, je sais pas, chez Marion Maréchal par exemple, en disant ouais, attention, la France, c'est pas que les retraites et les salaires, c'est une communauté de destin, c'est un projet de civilisation. Je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que l'un ne s'oppose pas à l'autre et que, parce que au moins la droite classique libérale, elle est assez franche. Elle va dire clairement, nous, on n'aime pas les rouges, on n'aime pas les socialistes, nous, on n'est pas pour l'égalité, on a envie que ça continue comme ça et on envoie les CRS. La droite nationale libérale, qui est un peu populiste et puis qui est patriote, enfin elle prétend être, donc du coup elle ne peut pas non plus taper sur le peuple, elle va pas dire nous sommes capitalistes, elle va même pas dire nous sommes antisocialistes, elle va simplement dire non, mais ces questions-là, c'est secondaire. C'est pas ça, c'est des questions. Enfin, la répartition des biens de consommation. Enfin, c'est pas ça la nation. C'est pas ça le destin. C'est pas ça l'histoire de France. Donc voilà, laissez tomber. Regardez plus haut. Mais quand on dit ça, c'est un peu touchez pas au Grisby, quoi. Laissez-nous gérer les affaires. Alors je me méfie autant je peux comprendre philosophiquement et même moralement la critique du matérialisme, autant je sais que politiquement, elle est toujours utilisée par des gens qui ont le ventre plein pour faire taire ceux qui ont le frigo vide.
Exactement. J'allais dire, c'est qu'en général, quand on parle de partie du ventre, c'est qu'on l'a plein, le ventre. Eh oui, tout à fait, voilà. Et je pense que Maréchal Le Pen, par exemple, ne fait pas d'une famille qui a le ventre vide aujourd'hui, pas Non, vraiment. et puis Donc, on ne parle que de ce Zemmour. politiquement, on ne parle que de ce dont on manque. C'est normal. Et c'est comme l'histoire de Surcouf avec les Anglais en disant est-ce que vous vous battez pour l'argent ou pour l'honneur? Ben, on se bat pour ce qu'on n'a pas. Et ben, c'est pas, il n'y a aucune fierté à en tirer, mais politiquement, en général, ce qu'on a déjà d'office n'est pas un problème. Oui. Quand on a de la peine à boucler ses fins de mois, on finit par se politiser, combien même on ne l'était pas. Le gilet jaune, c'est ça, c'est une politisation de la grande masse des apolitiques et qu'ils le font. Alors, ces gens-là, individuellement, peuvent avoir les idéaux qu'ils veulent, hein, ça les regarde. Mais ce qui les a poussés dans la rue, c'est ça. Et peut-être que ça peut aussi fonder un patriotisme, ça peut fonder un socialisme, mais ça le fonde sur des bases très concrètes, qui est le fait d'une exigence de redistribution, de justice sociale, d'égalité, d'une certaine équité dans un système qui ne tourne plus rond. Oui. Même s'il y a une certaine récupération possible toujours dans ces genres de manifestations, comme on l'a vu au Brésil en 2013, par exemple, c'était un mouvement populaire qui voulait vraiment améliorer la vie matérielle des pauvres gens et qui s'est retrouvé avec Bolsonaro au pouvoir, qui n'a rien de populaire. En tout cas, il est populiste, mais il n'a rien de populaire parce que c'est un seul libéral à la façon d'un Zemmour. Complètement. Encore pire, je pense, encore pire. Oui, oui. Et pour revenir sur votre citation sur la liberté la liberté qui opprime, lorsque le fort s'oppose au faible, je crois que c'était le prêtre Lamennais, je crois, qui avait dit ça. Oui, oui, vous avez raison, j'étais plus. Mais c'est intéressant ce que vous avez dit aussi sur le cas de Sorel qui n'a pas voulu assister au banquet qui avait été organisé par les Canons du Roi et le Cercle. C'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a un personnage qui pourrait vraiment rallier les souverainistes de droite comme de gauche et qui, à mon avis, ne voudrait pas assister à aucune réunion des deux, c'est Jacques Sapir. Je ne dis pas que Jacques Sapir, c'est le Georges Sorel du XXIe siècle, mais il y a un peu de ça. C'est comme un intellectuel qui défend clairement le souverainisme, qui est très lié à la notion du protectionnisme, qui a écrit d'ailleurs un ouvrage récemment sur le protectionnisme. Comme par hasard, le protectionnisme, qui est plutôt en Allemagne, bien avant Hitler, avait été défendu par Fichte, qui était un philosophe quand même, qui a défendu l'État commercial fermé. Et on peut dire que c'était une genre de considération du nationalisme allemand à l'époque, en naissance, en face à Napoléon, et puis de la notion de protectionnisme. Donc, il y a quand même des rapprochements intéressants à faire, même si évidemment l'histoire ne repasse pas les plats. Sapir participe quand même à ce genre de démarche, je pense, courant. Enfin, il y participe en tant qu'intellectuel, mais on peut le lire dans Front Populaire, par exemple, revue à laquelle je m'honore d'appartenir également. Et Front Populaire a tout de suite été posé dès le premier numéro. C'est ce que Michel Onfray a annoncé en disant qu'il voulait rallier, je crois que son expression, c'est les souverainistes des deux rives, sous-entendu la gauche et la droite, ou d'autres rives, je ne sais pas. Mais il y a un côté, alors on ne peut pas comparer au Cercle Proudhon parce qu'il y a plein d'éléments qui fait que ça ne coïncide pas. Néanmoins, il y a un point commun, c'est qu'il y a la volonté de transcender des clivages qui n'ont plus lieu d'être pour se réunir autour d'idées qui, elles, sont déterminantes, en l'occurrence dans le cas de Front Populaire, la souveraineté nationale. Souveraineté nationale et populaire. Par populaire, j'entends la revendication de démocratie. Sapir, on peut le lire là. Après, Sapir est un intellectuel, comme Sorel était un intellectuel. Je ne leur jette pas la pierre parce que je comprends que pour des raisons d'intégrité et de crédibilité, ils préfèrent rester au-dessus de la mêlée des partis en aspirant qui veut bien s'en saisir. Parce que malgré les râleries de Sorel dans sa correspondance avec Berthe, avec qui il était resté ami, il n'a jamais intenté un procès en justice à Georges Valois pour faire cesser ce cercle. Il n'avait pas envie d'y participer, mais peut-être qu'il avait quelque espérance que ça puisse servir à quelque chose en dépit de son scepticisme. Ça peut toujours être flatteur de se dire, tiens, cette synthèse à laquelle j'ai consacré mon œuvre, si elle prend forme, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pour compléter l'analogie entre Sorel et Sapir, peut-être, le point commun qu'on pourrait faire, c'est que Sorel a été accusé de proto-fascisme ou de pré-fascisme par Steinheil, de la même manière qu'aujourd'hui, on pourra souvent lire que Sapir est plus ou moins un rouge-brun. C'est plus ou moins l'équivalent de pré-fascisme d'aujourd'hui. Le rouge-brun, c'est quasiment le pré-fasciste, on va dire, pro-poutinien. Donc, c'est très facile de voir dans la presse les accusations contre Sapir, aussi ridicules, aussi surfaites, pour détruire d'emblée toute réflexion aux tentatives de concilier le souverainisme que pouvait être en fait l'accusation de préfascisme chez Sorel.
Il y a vraiment des liens. Les attaques qui sont portées contre lui récemment, disons, me confirment dans l'intérêt que je lui porte et dans la valeur que j'accorde à sa réflexion. Disons, Sapir, c'est toujours intéressant. Alors, question 8. Dans Édouard Berthe ou le socialisme héroïque. Alors, c'est donc un livre d'Alain de Benoît. Alain de Benoît a décrit la conception socialiste d'Édouard Berthe, qui était disciple de Georges Sorel, comme une sorte de synthèse équilibrée entre l'anarchisme et le socialisme d'État de Jules Guesde. Mais surtout, ce socialisme apparaît comme une morale du travailleur assimilée à un guerrier héroïque et opposé au fameux parti du ventre dont j'avais parlé plus tôt. Alors, ma question, cette affirmation ne donne-t-elle pas raison, donc cette affirmation de la présentation du socialiste héroïque par Alain de Benoît, cette affirmation ne donne-t-elle pas raison à la thèse de Zeev Sternhell, selon laquelle le syndicalisme révolutionnaire fut un pré-fascisme, annonciateur du soldat travailleur d'Ernst Jünger, je vais arriver ici à cette connexion, et de Ernst Niekisch, dont le national-bolchevisme partageait d'ailleurs le même symbole que celui du cercle Proudhon. C'est juste une anecdote. Le fameux aigle avec la faucille de marteau. À moins que la figure de soldat travailleur à laquelle fait allusion plus ou moins ici Alain de Benoît, n'incarne une éthique de l'honneur sans l'appareil d'État à l'appui. Dans ce cas-là, on parlerait, pour comprendre ce que veut dire la notion de soldat travailleur, on penserait peut-être ici à l'homme qui vient de Georges Valois et non pas aux soldats travailleurs de Ernst Jünger ou de Ernst Niekisch qui, eux, vont conduire à plus ou moins des États, on va dire, de nature totalitaire. Oui, alors je vais commencer par rectifier une erreur. Je crois savoir d'où elle vient, mais comment dire, le symbole du national-bolchevisme, donc j'imagine que vous parlez de l'aigle avec le faucille et le marteau, c'est ça? Oui, oui, c'est l'aigle prussien avec le symbole communiste. Oui. Ça n'a jamais été le symbole du cercle Proudhon. Voilà, erreur de Wikipédia. Erreur de Wikipédia. Ah, erreur de Wikipédia, tiens, c'est intéressant. Parce que déjà, parce que ça va plus tard, et je ne vois pas pourquoi un parti, comment dire, un groupe très gaulois et très peu germanophile comme le cercle Proudhon aurait pris un aigle qui était quand même très connoté, et en plus, en plus aurait pris un symbole marxiste. Et vous imaginez des Maurassiens prendre le marteau et la faucille? Non, déjà, les Maurassiens, il y a quand même deux choses qui sont assez incompatibles. Accessoirement, il y a le symbole communiste qui, en plus, à mon avis, n'existait même. Ouais, enfin, il y a le symbole communiste et surtout l'allemand. Enfin, il n'y a pas plus anti-allemand que Maurras, quoi. Non, en fait, je crois, maintenant que vous vous en parlez, je crois savoir d'où vient l'erreur sur Wikipédia. C'est qu'un de ceux qui a réédité les cahiers du cercle Proudhon, qui depuis ont été réédités par Contre-Culture, mais avant, c'était gentil, c'est un éditeur qui s'appelait les éditions Avatar, qui maintenant s'appelle Ars Magna, dirigé par Christian Bouchet, qui lui était, alors si quelqu'un, s'il m'entend ou d'autres contestent ce que je dis, ils me corrigeront, mais qui lui était assez proche de ces idées-là et qui aimait bien mettre ce logo sur ces livres, mais il y a eu une erreur entre, on va dire, en gros, le logo de l'éditeur et le logo du Cercle Proudhon. En fait, le Cercle Proudhon, à ma connaissance, n'a pas de drapeau, n'a pas de logo. En tout cas, j'ai eu les facsimilés des cahiers, il n'y a pas de symbole. Donc voilà, non, le Cercle Proudhon n'a pas de logo qui évoque le communisme ou l'Allemagne, surtout pas. Après, il peut y avoir des points de jonction, mais ils ne sont pas graphiques. Alors bon, Sternhell, voilà, le syndicalisme révolutionnaire serait un pré-fascisme. Oui, c'est ce que dit Sternhell, c'est ce que dit Bernard-Henri Lévy dans l'idéologie française. Mais bon, vous citez Jünger et Niekisch, ce ne sont pas des fascistes non plus. Non, mais il défendait quand même l'idée d'un État fort, enfin, d'un soldat héroïque qui conduit en fait à ce que le soldat, enfin, le travail se sacrifie entièrement à une cause qu'il dépasse. Bon, il y a quand même ça fleure quand même le totalitarisme, tel que Hannah Arendt le définit. Mais c'est justement un des points qui les sépare du cercle Proudhon, qui, comme je l'ai dit avant, se méfiait beaucoup de l'État. Donc, c'est difficile d'imaginer une variante totalitaire du cercle Proudhon, parce qu'il y a cette double influence maurassienne et anarchiste qui ont cette vertu d'entretenir une certaine méfiance à l'égard des abus étatiques, donc des abus autoritaires. Donc, ça, c'est difficile à voir. Après, dès qu'on les meilleures idées du monde, dès qu'on les met entre les mains d'un Allemand, ça devient un petit peu plus musclé, ça devient un petit peu plus, soldatesque.
Et ça, c'est vrai que ouais, Junger et Nietzsche, qui pour le coup sont de bons Allemands, ont une sensibilité aux questions socialistes qui passe sous des formes voilà, sous des formes beaucoup plus militaristes, quoi. Ça, c'est vrai. Mais ça les éloigne plutôt du cercle Proudhon que ça ne les en rapproche. Le soldat travailleur incarnerait une éthique de l'honneur sans appareil d'État. Bah, l'homme qui vient, c'est ça, mais l'homme qui vient n'est pas représentatif non plus du cercle Proudhon, parce qu'il faut savoir que Georges Valois, c'est quelqu'un sans doute de très sincère, mais qui a eu des sincérités qui ont beaucoup évolué dans sa vie. Enfin, il a commencé comme anarchiste, ensuite son incorporation dans l'armée lui a fait prendre goût aux vertus du militarisme. Il est passé par une phase syndicaliste révolutionnaire, il s'est engagé à l'Action française, donc il est devenu monarchiste, pardon, l'influence nietzschéenne. Ensuite, carrément, il a rallié, enfin, il a créé un parti qui est le seul parti à proprement parler qui puisse être qualifié de fascisme en France, en éditant des discours de Mussolini. Puis ensuite, quand les Allemands ont attaqué, il est entré dans la résistance anti-nazie en éditant des discours de Staline. Donc, il a rallié quand même d'une certaine manière le soviétisme et il a fini, le pauvre, capturé par les nazis. Il est mort en camp. Donc, on peut l'accuser d'avoir retourné sa veste, mais jamais pour des raisons opportunistes. Il a toujours fait les pires choix au pire moment, les choix qui le mettaient le plus en danger. Donc, j'ai un certain respect pour ça, même s'il y a des périodes de sa vie, évidemment, qui me plaisent plus que d'autres. Et l'homme qui vient, c'est pas la période qui me plaît le plus, parce qu'il y a une sorte de nietzschéisme très fasciste, très élitaire, qui finalement, on voit plus très bien où est l'émancipation ouvrière dans cette espèce d'apologie héroïque de l'esclavage presque. Hein. L'homme qui vient, l'homme au fouet, hein, c'est l'homme au fouet finalement, c'est cette figure du surhomme d'inspiration nietzschéenne qui finalement fait claquer le fouet pour réduire les autres en esclavage au service d'un grand projet commun. Bon, là, c'est un socialisme très, très extensible. Donc, ça, oui, c'est vrai que ça, on pourrait retrouver cette idée dans certains auteurs allemands. Mais c'est difficile de faire dire aux idées. Les idées sont incarnées, les faire passer d'une époque à l'autre, d'un pays à l'autre, comme ça, sous prétexte qu'il y a eu, je ne sais pas, une même sensibilité à la question nationale ou à la question sociale, c'est faire peu de cas de ces différences de terreau. C'est pas du tout pareil. Donc, j'ai l'impression que le cercle Proudhon, c'est peut-être la forme de socialisme qui est le plus français dans toutes celles qui ont existé dans ce pays, donc la plus indéracinable. Que les Allemands puissent faire leur beurre de ça, j'ai un peu de peine à y croire. Mmh. Mmh. Peut-être que le soldat travailleur, c'est un soldat qui considère que la guerre, c'est la grève, non? Alors oui, ça c'est vrai parce que Sorel, Ebert et Valois disaient qu'il y avait une comparaison à faire et que la grève, c'était la forme guerrière donnée à la lutte des classes. Terme qu'ils n'employaient pas forcément souvent. Mais disons, et c'est pour ça, alors ils l'employaient à la fois comme une analogie et à la fois comme une comparaison héroïque, puisque Sorel disait je préfère les mythes aux symboles ou aux analogies. Le mythe, c'est quelque chose de mobilisateur et de galvanisant. Et parmi les mythes, il y avait notamment des mythes guerriers. Il se référait beaucoup à la guerre du Péloponnèse, à l'armée, enfin les Lacédémoniens, l'armée spartiate. Et en gros, la classe ouvrière en lutte dans le cadre de la grève pour obtenir des avantages ou une revalorisation, enfin qu'importe, c'est une forme de guerre. On trouve un petit peu moins ça aujourd'hui dans le langage des syndicalistes actuels qui vont plutôt être dans la voilà, ce sera un langage plus chrétien, dans la prière, la déploration, la plainte. Sorel, c'était plus radical, c'était en gros, on ne mendie pas, on prend. Et pour prendre, on se bat. Par contre, il n'était pas forcément pour le renversement de ce patronat, parce qu'il considérait que finalement, l'économie qui marchait bien, c'était une révolution permanente. Alors que le marxiste va dire il faut faire la révolution pour passer au socialisme et changer le régime. Les soréliens vont dire il faut maintenir une espèce d'équilibre permanent entre un patronat qui spontanément, selon sa nature, va toujours vouloir abuser de ses prérogatives et un prolétariat conscient de lui-même et conscient de sa force
qui va lui porter la contradiction à travers la guerre et la bagarre. Et c'est grâce à ça que l'économie va bien se porter et que les meilleurs ouvriers seront aussi à la fois les meilleurs révolutionnaires. C'est très compliqué à comprendre, mais en même temps, on trouve ça chez Trotsky et la théorie de la révolution permanente, on trouve ça chez Mao Tse-tung, qui avait aussi une théorie de la révolution permanente qui a très bien illustré, dramatiquement illustré la révolution culturelle, qui est une forme comment dire, de nettoyage perpétuel du système par lui-même, mais toujours au prix de millions de morts. C'est pour ça que j'ai un peu de la peine avec ça, parce que j'ai l'impression que les gens, alors peut-être que c'est petit bourgeois de dire ça, mais les gens, le régime idéal, il va être édicté en fonction d'un état d'équilibre qu'ils cherchent. Et le travailleur va chercher un état d'équilibre, parce que quand Sorel dit il faut constamment se battre pour tenir en respect les patrons qui eux-mêmes, de leur côté, vont nous, enfin, etc. Et on ne va jamais gagner, mais on va maintenir l'équilibre par le rapport de force, un petit peu comme dans la nature. Là aussi, c'est le côté nietzschéen, bergsonien. Ça me rappelle un petit peu la phrase de Stendhal, je crois que c'est Stendhal qui disait « Le meilleur régime politique, c'est la dictature agrémentée ou additionnée par l'assassinat politique ». C'est une manière de dire, plutôt que de dire nous voulons un État juste, une démocratie ou que sais-je, je dis non, la dictature, ça va très bien, mais régulièrement, on doit pouvoir buter le tyran. Ben, voilà, la vision politique un peu ironique peut-être qu'a Stendhal, eh ben, Sorel l'avait pour l'économie, mais alors au premier degré. Alors c'est très intéressant, c'est le seul à avoir tenu ce genre enfin voilà, si on accepte une partie de l'œuvre de Trotsky de Mao, et c'est intéressant, mais moi voilà, c'est là où je ne le suis plus. Oui. Alors, on va passer à la question 9, l'avant-dernière. Georges Valois incarne le rapprochement ambivalent du socialisme français, qu'on associe à l'extrême gauche, pour faire simple, et du fascisme, qu'on associe à l'extrême droite. On revient au rapprochement des extrêmes. Comme vous l'avez dit plus tôt, il a été le fondateur du Faisceau, donc les fameuses chemises bleues. Il fonda ensuite le Parti républicain syndicaliste, après le Faisceau, et il devint antifasciste tout en promouvant ce qu'on appelle le distributionnisme, ce qui serait plus ou moins une sorte de catholicisme social qui était défendu par deux Anglais, encore un autre paradoxe, de Gilbert Case Chesterton et Hilaire Belloc. Alors, ma question. C'est un paradoxe parce qu'il faut savoir que les socialistes français de cette tradition-là sont allés puiser chez les Anglais l'exemple du chartisme. Mais en fait, c'était pas un manquement au patriotisme français, mais c'était quitte à aller puiser à l'étranger, ils préféraient aller chercher chez les Anglais, qui n'étaient pas forcément bien connus pour la tradition socialiste, qu'aller puiser chez les Allemands. Parce que je rappelle vraiment, ça c'est important, et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec l'analogie avec Nietzsche ou Jünger. Pourtant, Nietzsche est un auteur que je trouve très intéressant, mais une grande partie du socialisme français s'est construit en réaction au marxisme, parce qu'il y avait une lutte pour l'hégémonie, on va dire, de quel est le centre du socialisme. Alors Marx, évidemment, Marx et Engels, très vite ont pris cet avantage, mais à une époque où on disait souvent les socialistes dans le monde ont deux patries, leur patrie est la France. En référence à la Révolution française, bien sûr. Et disons que tout a commencé, enfin tout s'est envenimé avec la lutte entre Marx et Proudhon, donc entre l'allemand et le français, parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de dissensions. Je ne vais pas y revenir dessus, mais Marx a eu des mots très durs pendant la guerre de 1870, parce que combien même il a encouragé la Commune qui s'en est suivie juste après, il a quand même souhaité la victoire de l'Allemagne. Alors, on ne va pas lui jeter la pierre, il était allemand, oui, c'est normal de souhaiter la victoire de l'Allemagne, mais il le faisait pour des raisons qui étaient au-delà du simple attachement national, qui était il faut mettre les socialistes français, les proudhoniens au pas, pour que nous devenions la référence européenne du socialisme. Ce n'était pas pour la victoire de Bismarck, dont évidemment il pensait que pendre, mais il faut mettre au pas les socialistes français en gagnant la guerre impérialiste que les Prussiens mènent là-bas. Donc là, stratégiquement, je peux comprendre, mais c'est un peu trop cynique pour moi. Mais bon, moi, je ne suis pas un politicien, mais j'ai un peu de la peine avec ça. Enfin voilà, c'était une insiste pour dire que l'inspiration anglaise est beaucoup moins surprenante que le serait une inspiration allemande. Oui.
En fait, quand je disais paradoxe, je voulais plutôt dire en fait que les Anglais qui ont inspiré les Français étaient catholiques, alors qu'en général, on Ah associe oui, les Anglais aux protestants. Mais merci d'avoir cette précision sur Marx, parce que ça va être très utile pour la dernière question. On y reviendra. À ce que vous avez dit sur la distinction entre Marx et Proudhon, c'est vraiment très important. Alors la question, donc cette question 9, la troisième voie, ce qu'on a appelé entre parties la troisième voie, qui n'a rien à voir évidemment la troisième voie de Giddens, évidemment, la non. troisième voie du syndicalisme révolutionnaire de Georges Valois. Alors est-ce qu'elle repose sur la tentative de concilier les principes économiques du socialisme et d'éthique du catholicisme? Toujours ma tendance allemande à vouloir expliquer par des idées hors du contexte, mais bon, Ouais. voilà la question que je propose. Ouais, ça c'est délicat parce que cette influence catholique, pour peu qu'elle se soit exercée, elle s'est exercée vraiment pendant une courte période de la vie de Valois. D'ailleurs, en fait, ces questions religieuses, il en est très peu question dans cette littérature-là, si ce n'est à titre identitaire. Dans les cahiers du cercle Proudhon, quand on parle de ça, on voit clairement, combien même il y avait des Maurassiens, mais souvent, ce n'est pas vraiment une profession de foi. C'est plutôt, ah oui, Proudhon, c'est ce bon socialiste gaulois, l'ami des curés. Mais quand on dit l'ami des curés, c'est pas une profession de foi. C'est juste que le curé, ça fait couleur locale comme l'épicier ou le paysan. Après, certains iront plus loin en disant que Maurras lui-même s'est converti pour des raisons identitaires plus que pour des raisons spirituelles, en disant un bon nationaliste français doit rallier la religion catholique parce que la France est fille aînée d'église. Ça, c'est une réflexion politique, c'est pas une réflexion intime. Donc je suis, ça c'est voilà, je sais pas vraiment si on peut faire cette comparaison, mais disons oui, à un moment donné, il y a eu cette réflexion sociale chez les catholiques, mais c'est aussi le principe de la doctrine économique, comment on appelle ça, la doctrine sociale de l'Église. Oui. Donc oui, on peut y voir ça, mais je pense quand même que chez tous ces gens-là, il y avait une réflexion sociale économique qui allait un petit peu plus loin que les simples déclarations d'intention du catholicisme social. Parce que le problème du catholicisme social, qui est aussi accessoirement le problème des révolutionnaires de 89, je ne leur jette pas la pierre, c'est dû à des questions d'époque, c'est qu'il y a une prescience, un pressentiment de cette question de l'antagonisme des classes, avec une volonté bienveillante de résoudre l'antagonisme par la justice, mais il manque l'élément scientifique. Alors là, j'aime pas parler comme les marxistes scientifiques, parce que c'est aussi une manière de confisquer le socialisme en décrédibilisant les autres comme étant des utopistes ou des farfelus, mais enfin, quand on parle de socialisme, c'est quand même bien d'étudier un peu l'économie, c'est même la base. Je comprends très bien le socialisme romantique, le socialisme féodal, enfin toutes ces tendances dont on parle, ou le socialisme utopiste de, je sais pas, de Fourier ou de Cabet. Et je sais que Marx n'est pas l'alpha et l'oméga et que je pense que Proudhon et d'autres ont eu raison de le prendre un petit peu à rebrousse-poil, mais il faut étudier et comprendre les mécanismes économiques pour faire du socialisme. Sinon, alors, et des gens à l'intérieur du cercle Proudhon l'avaient fait, hein, pas tous. Valois, c'est peut-être pas la figure de référence pour ça, parce que Valois, c'est un exalté quand même. C'est un doctrinaire, il a des accents un peu messianiques, que ça se mêle de ton religieux ou pas. Mais c'est un petit peu le problème, c'est qu'il y a plein de petites pépites, de jaillissements d'intelligence chez Valois, mais il n'arrive jamais à fonder une doctrine socialiste parce qu'il lui manque la capacité de faire la synthèse entre tout ça et la doctrine économique pourrait faire la synthèse, mais lui ne l'a pas vraiment. Berthe et Sorel beaucoup plus par contre. Mmh. D'accord. Alors, ça va nous mener à la dernière question qui va exactement, à mon avis, faire le problème de la jonction, de la scission entre deux formes de socialisme, pour conclure. La question finale, donc on connaît l'opposition entre Proudhon, qui avait écrit La philosophie de la misère, et Marx, qui avait répondu par Misère de la philosophie. Ça, tous les marxistes le connaissent bien, les socialistes connaissent bien cette opposition. Entre ce que Friedrich Engels appelait aussi, ou appela le socialisme utopique d'un côté, celui de Proudhon, et socialisme scientifique qu'il associait à son travail conjoint avec celui de Marx. Bon. Donc cette distinction, c'est vraiment une scission claire entre deux formes de socialisme, en tout cas dans l'histoire du socialisme. Bon. Donc la question finale, c'est que, d'après vous, David Lépée, le socialisme français, est-ce qu'il sera, encore une fois, hein, cherchons à définir, la réunion de divers projets de socialisme par-delà la figure de Proudhon? Alors je pense en particulier au possibilisme, celui qui avait été associé à Paul Brousse,
encore moins connu peut-être l'alémanisme, donc rien à voir avec les Allemands, mais avec la figure de Jean Aleman, le guédisme, Jules Gued, ou alors le blanquisme de Jules Blanqui. Et chacun de ces socialismes, tous français, hein, je précise, se distinguant par la défense d'un certain mode d'organisation économique. Donc, on peut dire que les socialismes français proposaient tous plus ou moins une certaine infrastructure, ou alors peut-être ils se distinguaient par une certaine idéologie sous-jacente, ce qui serait dans ce cas-là une superstructure. Je vais utiliser ici des termes superstructure, infrastructure, pour essayer de comprendre exactement dans quel sens on pourrait distinguer ces socialismes, tous ces socialismes français, du socialisme que défendaient Marx et Engels. Alors, est-ce que c'est du côté de l'infrastructure ou de la superstructure qu'il faudrait voir la grande différence entre ce que Marx et Engels ont taxé injustement, peut-être de socialisme utopique, par opposition à leur socialisme dit scientifique? Ça rejoint ce que vous avez dit justement. Ouais, ouh là 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 là. Ça, c'est une Grosse question. question, désolé. C'est une question très technique et je ne suis pas sûr d'avoir la réponse parce que ça, oui, ça implique de trouver ce qui lie tous ces Un point socialismes commun. français, c'est Ouais. différent, en leur trouvant un pivot, un point commun qui aille au-delà du fait qu'ils soient simplement de souche française. Euh, C'est ça. c'est vrai que dans les socialismes dits non scientifiques, parce que oui, Proudhon était visé, mais il y en avait d'autres. Hein. Moi, j'ai cité Fourier, qui pouvait avoir l'air encore plus. Il était plus utopiste parce que Ouais. c'était vraiment, voilà, on refait la République de Platon ou la Cité de Dieu Saint-Augustin, mais version socialiste avec ses grands phalanstères, par exemple. Voilà, Marx présuppose le primat de l'infrastructure sur la superstructure. Quand je dis le primat, c'est-à-dire le rapport causal. En gros, tout ce qui apparaît dans le monde des représentations, que ce soit l'idéologie, la morale, la religion, etc., même la culture, les mœurs, dérive directement par relation de cause à effet de l'infrastructure économique, c'est-à-dire des rapports de propriété et des rapports de production. Et globalement, ça mériterait d'être nuancé, mais globalement, je n'en reviens pas. C'est-à-dire que ça fait ça fait des années que j'y réfléchis, je suis parti du marxisme, j'ai changé sur beaucoup de points, mais là, vraiment, ça ne veut pas dire que tout est déterminé et qu'on n'a pas une marge de liberté, mais bien souvent, l'idéologie est la forme idéale ou spirituelle ou culturelle donnée à un rapport de force matérielle appuyé sur un système économique. Mais ça définit le marxisme. Ça ne définit pas le socialisme, puisqu'on a on a des Oui. socialistes beaucoup plus idéalistes, notamment parmi ceux qui sont cités. Alors, il est vrai que cette approche scientifique du marxisme, du socialisme, pardon, a quelque chose de très allemand. Hein. C'est vrai qu'avant, on parlait de Kant, on parlait de Hegel. C'est des gens. Ces gens qui ont l'esprit de système, ce qui est peut-être ce qu'on attend de la philosophie. Finalement, qu'est-ce que c'est que la philosophie au sens occidental, parce que dès qu'on part en Orient, ça prend une autre définition. Mais qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est peut-être une pensée qui s'exprime de façon systémique, de façon dialectique. Alors, je ne dis pas que Proudhon n'est pas dialectique, bien sûr, mais tout ce qu'a dit Proudhon, combien même il était le premier à le dire, a ensuite souvent été dit par des Allemands sous une forme plus systématique. Par exemple, Proudhon a compris ce qu'était l'extorsion de la plus-value avant Marx, étonnamment. Alors tout le monde, alors on peut dire ah oui c'est formidable, Proudhon a été plus malin, mais après quand on lit Marx et Proudhon, et pourtant je suis assez proudhonien, Marx l'a beaucoup mieux expliqué parce qu'il a expliqué de manière scientifique. Proudhon, il l'a expliqué en observant l'érection de la colonne Vendôme, en disant bah oui, on paye tant d'ouvriers, tant à l'heure pour ériger cette colonne, et pourtant on ne peut pas expliquer ça par la simple addition des ouvriers, des salaires et des heures, parce qu'à un moment il faut une force collective pour pouvoir, avec je sais pas, des cordes, des échafaudages, ériger cette colonne. Donc il y a un truc qui échappe à l'addition qui, échappant à l'addition, ne sera pas payé par le patron. Et c'est là où il y a une exploitation, c'est là où il y a l'extorsion de la plus-value. Et Marx va reprendre ça quelques années plus tard, à partir des années 1840-1848, je crois. Et là, comment dire, il va le théoriser de manière scientifique. Et voilà, je pense que c'est très allemand, alors qu'il y a plein
il y a plein de nuances de socialisme en France, mais qui vont vraiment passer par, et pas que en France, aussi dans d'autres pays, je pense aussi à l'Angleterre, avec je sais pas, des William Morris, ou à l'Irlande, enfin, où on a des scientifiques, des socialistes qui sont beaucoup moins scientifiques et qui, du coup, finalement, entre l'infrastructure et la superstructure, jonglent un peu, où, bah voilà, au bout d'un moment, la fin justifie les moyens, on veut la révolution, on veut la justice sociale. Quant à expliquer comment tout ça se goupille, c'est compliqué parce que être le théoricien d'une révolution ou le théoricien d'une généalogie historique, c'est tout à fait différent. Marx, il y a un côté total. Il y a des grands philosophes comme Marx, il n'y en a pas tant dans l'histoire parce que finalement, c'est des hommes systèmes, c'est des théories systèmes qui expliquent non seulement. J'aime bien prendre cette comparaison en disant toujours oui, Marx est le théoricien de la révolution qui sera dite communiste. Néanmoins, quand on lit uniquement le Capital, c'est pas un appel à la révolution, c'est plutôt la description d'un système qui, de toute façon, succombera à ses propres contradictions. Or, les contradictions du capitalisme, c'est pas une révolution, c'est une logique systémique. Donc, et puis ensuite, il y a la généalogie historique de tout ce qui va rendre possible ça. Et ça, on trouvera moins chez les socialistes français qui apparaissent un petit peu sur le terrain. C'est-à-dire, les socialistes français, on aura dit, sont des produits des crises historiques de l'époque et qui, tout d'un coup, vont édicter une doctrine qui permettra de renverser le rapport de force. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont pu se parler davantage au peuple en général et à leur peuple en particulier, parce qu'il y avait cet enracinement dans la Commune de Paris, même si elle a été soutenue aussi par des socialistes allemands, à commencer par Marx et Engels. Proudhon était bien plus lu que Marx. Pas uniquement parce qu'il était français, mais parce qu'il y avait cet aspect plus incarné. Et encore, des gens comme Guillemin disent de toute façon personne ne disait rien, même Proudhon n'était pas beaucoup lu, à part par Jules Vallès et quelques-uns, mais il n'empêche que son influence a été plus grande que celle de Marx. Donc je pense que l'avantage de Proudhon, c'est celui-là, et de Proudhon et des socialistes français en général, c'est cette incarnation, cette espèce de pragmatisme qui est peut-être un peu limité dans la compréhension du monde comme système philosophique, mais qui correspondait aux crises de son époque, parce que ben voilà, chaque crise produit historiquement son propre antidote. Marx, c'est plus que ça, mais en étant plus que ça le rend plus difficilement abordable. Ouais. Peut-être aussi, on pourrait rappeler que Marx n'a pas été aussi scientifique que ça dans l'explication des faits, des futurs faits, puisqu'il n'a pas été capable d'expliquer que le capitalisme pourrait survivre à ses contradictions, et que Schumpeter va être le successeur de Marx. Peut-être que Marx n'a pas pu prévoir Schumpeter, qui n'a pas pu prévoir que le marché serait toujours en fait indéfiniment ouvert, ce qui amène à votre libéralisme, hein, David Lappé, quand vous parlez du libéralisme comme extension indéfinie des marchés. Est-ce que Marx était capable de prévoir que le capitalisme pourrait toujours créer de nouveaux marchés? C'est plus ou moins ce que Kluskar a dit en disant qu'on a remplacé le besoin par le désir. C'est pas évident. Marx avait une vision un peu utopiste aussi en un sens de l'être humain, non? Quand il disait que la mécanisation permettra de subvenir à tous les besoins et lorsque les hommes seront satisfaits, ils ne feront plus de guerre et l'État disparaîtra lui-même. Il y a quelque chose d'utopiste dans c'est ce que disait Lafargue aussi. Son gendre, enfin le droit à la paresse, oui, c'est ça. Ce que les marxistes de cette époque n'avaient pas compris, parce que l'époque ne s'y prêtait pas, c'est que libérer du temps de travail, ce n'est pas libérer du temps de capital, parce qu'à partir du moment… Les capitalistes ne s'intéressaient pas aux loisirs quand il n'y avait pas ou peu de loisirs. Depuis qu'il y en a, même s'il a été en partie remporté par des conquêtes sociales et syndicales, ben depuis qu'il y en a, le loisir devient un marché. Marx et Lafargue ne pouvaient pas comprendre l'économie, je ne sais pas, du Club Med. Ben, c'est normal, hein, c'était anachronique. Mais disons, ils auraient pu comprendre que oui, la mécanisation, le progrès technologique va nous permettre d'avoir des journées plus courtes, mais les heures qui échapperont au capital seront récupérées par le capital, mais sous une autre forme. Et ça, évidemment, c'est très pervers et on ne peut pas leur jeter la pierre de ne pas l'avoir compris. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, parce que vous partez du principe que Marx s'est trompé dans sa théorie des contradictions, qui autodestructrices, et que Schumpeter lui aurait contredit en parlant justement de cette destruction perpétuelle. Je ne suis pas sûr. Alors évidemment, l'histoire nous le démontrera, mais ce n'est pas parce que l'échéance prévue par Marx n'est pas arrivée qu'elle n'arrivera jamais. Moi, ça me fait un petit peu penser aux polémiques autour de Malthus. Pendant longtemps, on a dit, ah oui, Malthus
a prévu que l'humanité courrait à sa perte si on continuait de se reproduire. Bah, ça fait 2 siècles qu'on continue de se reproduire et ça n'est pas arrivé. Malthus se trompait. Moi, je pense que si Malthus s'est trompé, c'est surtout sur l'échéance. Après, ça ne veut pas dire qu'on va dans cette direction parce qu'on va quand même à terme vers une réduction, enfin un ralentissement démographique. Mais en théorie, je ne pense pas qu'il avait tort, seulement il ne savait pas quand. Et malgré l'intelligence des corrections de Schumpeter, je pense que quand Marx dit que le capitalisme mourra de ses propres contradictions, je pense que ça arrivera. Mais je ne sais pas quand ça arrivera. Ça arrivera peut-être après la destruction du monde lui-même, parce que, comme disait je ne sais plus qui, pour les capitalistes, il est devenu plus difficile d'imaginer la fin du capitalisme que la fin du monde. Et le capitalisme met en danger le monde et peut porter dans ses reins la possibilité de sa fin. C'est bien ça le problème. Et puis, de toute façon, un système qui fait tant de mal, on a envie qu'il cesse vite pour diminuer les générations sacrifiées. J'en parlais récemment dans une référence au sujet du wokisme. Je comparais le wokisme au capitalisme tel que décrit par Marx en disant on peut faire ou ne pas faire la révolution, on peut décider d'entrer ou non en résistance, de toute façon ça se cassera la gueule. Mais le plus tôt étant le mieux, je pense que le communiste qui lit le Capital, il a le choix d'acheter son paquet de pop-corn et dire voyons nos ennemis se casser la gueule. Mais ça fera tellement de dégâts en attendant que rationnellement, il a plutôt intérêt à faire la révolution, de même que face au wokisme qui s'autodétruira nécessairement, on a quand même une ou deux générations sacrifiées qui nous attendent, qui sont celles de nos enfants, donc rationnellement, on a intérêt à entrer en résistance. C'est exactement pareil. Après, peut-être qu'effectivement, mais je ne pense pas que ce processus-là soit infini. Je pense que Marx avait raison sur ce point-là. Je pense que, par contre, ce qu'il ignorait et ce que nous ignorons aussi, c'est dans quelle échelle de temps ça se passe et à quel prix. Et c'est pour ça que, voilà, le capital, c'est la théorie, la pratique, c'est la révolution. Il est important de faire la révolution pour empêcher ce système de continuer à s'auto-alimenter pendant un temps qui n'est pas infini, mais qui reste indéfini. Oui. Oui, Schumpeter retardait l'échéance de ce que Marx a dit, mais il n'aurait pas donné tort à ce que dit Marx, plus ou moins. Non, il a juste dit, bah oui, le capitalisme a muté, il s'est adapté et il a trouvé un système, une logique, un processus par lequel il arrive comme Saturne, à manger ses propres enfants pour s'auto-alimenter. Mais même cette logique-là, elle a ses limites. Oui. Donc, alors, merci en tout cas, encore une fois, David, pour toutes ces réponses. Alors, j'espère que tout le monde a bien compris, j'espère que tout le monde n'a rien compris, comme disait Charles Bonner dans L'aventure, c'est l'aventure. Parce que l'objectif, c'est bien de montrer qu'il est quasiment impossible de définir clairement gauche et droite, mais qu'il existe toujours en fait des pistes de réflexion qui nous montrent pourquoi il n'est pas possible de définir clairement gauche et droite. Et ça ne veut pas dire pour autant que ça ne veut rien dire. Alors, j'espère être clair dans cette explication, mais c'est plus ou moins l'objectif de ces entretiens, c'est d'arriver à trouver avec des intellectuels, historiens, philosophes, que gauche et droite ont un sens, mais reste à savoir lequel. Du moins, il n'est pas du tout le sens classique qu'on lui attribuait jusqu'à la chute du mur. Il peut exister, il peut subsister, mais dans des formes très variées et qui peuvent justifier qu'on l'abandonne. En tout cas, vous en êtes, hein, David Lépée, vous êtes d'accord avec Denis Colin, par exemple, pour dire qu'il faut l'abandonner. Et d'ailleurs, Denis Colin qui disait que le marxisme n'est jamais que l'explication des faits concrets. Donc, ce n'est pas une théorie statique qui sert d'expliquer, en fait, à partir d'une époque, comment le monde va se développer, mais au contraire, c'est l'explication toujours, en fait, renouvelée du développement du monde et des faits. Donc, c'est ce que Denis Colin a dit du marxisme. Quand on est marxiste, on est dialecticien. Quand on est marxiste, on est dialecticien. Et si on est dialecticien, on ne peut pas s'attacher à des essences qui seraient des essences de gauche et de droite, en ajoutant d'ailleurs que le marxisme n'était pas de gauche parce qu'il était extra-parlementaire et que quand Marx traitait quelqu'un d'homme de gauche, en général, c'était plutôt dans une optique polémique et pas forcément très flatteuse. Mais oui, effectivement, je pense, moi, étant jeune, je me suis engagé à gauche et même dans la gauche radicale par conviction socialiste, et c'est par conviction socialiste que j'ai rompu avec la gauche quand j'ai compris que non seulement ces deux notions-là n'étaient pas synonymes, mais aujourd'hui étaient même souvent devenues antagonistes. Donc, vous pouvez être antisocialiste, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça a une cohérence de l'être, mais tirez-en les conséquences aussi en ne confondant pas tout et en disant que, pour résumer mon propos, je pense que le clivage gauche-droite est obsolète. Il ne l'a pas toujours été, mais maintenant il est vraiment dépassé. Il est remplacé par d'autres clivages. Il y en a sûrement beaucoup plus. Moi, j'en retiens 3. Il y en a sûrement d'autres, mais j'en retiens 3. C'est celui qui oppose le socialisme. On va être un peu plus général que ça. L'antilibéralisme au libéralisme économique, au capitalisme. Celui qui oppose
la patrie, la souveraineté nationale au mondialisme, au supranational, quoi, et celui qui oppose la souveraineté populaire, donc la démocratie, au processus de captation du pouvoir, à l'autocratie, à l'oligarchie ou à la tyrannie dans certains cas. Il y en a sans doute d'autres, selon vos sensibilités, vous en trouverez d'autres, mais pour moi, ces trois-là correspondent à notre époque, bien plus que l'obsolète clivage gauche-droite. D'accord, très bien. Et merci beaucoup, David Lépée, pour toutes ces réponses, pour cette piste de travail. Juste avant de conclure, je préciserai qu'un numéro spécial sur le clivage gauche-droite est disponible maintenant depuis l'automne 2022, depuis fin novembre, je crois, dans le numéro 58 du Philosophoire. Donc, le sommaire est disponible en ligne. Et puis, ce texte, en fait, qui est né en fait d'un workshop sur le clivage gauche-droite, il contient un entretien d'ouverture avec Marcel Gauchet, qui aussi lui-même a écrit il y a pas très longtemps une mise à jour, on va dire, de ce qu'il avait écrit en 93, je crois, sur la distinction droite-gauche, qui appelle Histoire et destin. Donc, il y a un entretien avec Marcel Gauchet dans l'introduction de ce numéro spécial sur la distinction gauche-droite. Voilà. Donc, encore une fois, David Lépée, un grand merci pour toutes vos réponses sur le socialisme, qu'il faut bien distinguer de la gauche et qui laisse en tout cas en jachère la question de ce que signifie gauche-droite. Alors, est-ce que ça vaut la peine de le maintenir ou est-ce qu'il faut modifier leur définition par rapport au socialisme? On ne répondra pas à cette question, mais il y a déjà beaucoup à faire avec vos réponses. Merci beaucoup encore une fois. Eh bien, merci à vous pour l'invitation.